On a découpé cette soirée en 4 présentations. Alors, en théorie, la diapo doit... Voilà. Mais c'est les aléas du direct. en cas, de toute façon, s'il y a 2 problèmes, l'informaticien est renvoyé. Donc, vous inquiétez pas, ça fait 1. C'est bon, là, ça super. Donc, la soirée est découpée en 4. Le docteur Join, qui est oncologue, radiothérapeute aux Dentelières, nous décrira la place de la radiothérapie dans la prise en charge de cette pathologie qui est le centre de la soirée de cancer du pancréas. Le docteur Lecomte, gastro-entérologue, oncologue aux Dentelières également, nous parlera de la place de la chimiothérapie et je mouille le truc, un peu de stratégie globale quand même, c'est quand même dans l'air du temps moderne. Le docteur Vincent nous parlera de recherche translationnelle et moi je décrirai un peu la place de la chirurgie dans la prise en charge de cette pathologie qui est de plus en plus complexe. On commencera par Madame Lecomte, donc chimiothérapie, puis Madame Join, radiothérapie. Le docteur Corfiotti essaiera de vous parler de chirurgie et on finira en beauté avec le docteur Vincent sur la recherche translationnelle. Et ensuite, vous aurez l'immense privilège de me voir en sueur courir au bloc opératoire pour vous faire la visite virtuelle. Ok. Bon. Alors, on va faire un petit peu d'épidémio. Donc, l'adénocarcinome, c'est 90% des tumeurs malignes du pancréas. C'est prévu que ce soit la 2e cause de mortalité par cancer. Ah oui, par contre, c'est bouffé. En Europe en 2030, et son incidence en France a doublé chez les hommes et triplé chez les femmes entre 1982 et 2019. Ça reste le cancer digestif dont le pronostic est le plus défavorable, avec un taux de survie global à 5 ans estimé entre 7 à 8%. Le facteur de risque le plus prépondérant dans ce type de pathologie, c'est le tabagisme. Qu'est-ce qui doit nous alerter? Les signes cliniques, la douleur projetée sur l'envahissement du cœliaque avec des dorsalgies inflammatoires. Souvent, les patients arrivent un peu en errance diagnostique puisqu'ils ont eu tout le bilan radiologique pour le dos et au final, c'est l'infiltration du cœliaque qui parle. L'ictère cutanéo-muqueux sur la tumeur de la tête du pancréas avec à l'examen clinique la palpation de la grosse vésicule sur l'obstruction des voies biliaires principales. Un diabète récent inférieur à 2 ans ou une décompensation, une exacerbation d'un diabète de type 2. Et il faut surtout s'atteler à rechercher des antécédents personnels et familiaux de cancer, s'il y a des formes familiales de cancer du pancréas qui nous incitent à rechercher des mutations particulières et qui peuvent permettre aux patients de bénéficier d'un autre traitement. Je voudrais faire le point aussi sur les marqueurs. Donc le CA19-9 n'est pas un marqueur diagnostique et il doit pas être... on ne doit pas s'en servir comme tel. Le taux de CA19-9 peut nous apporter une information pronostique dans 2 circonstances. Un CA19-9 au diagnostic inférieur à 200 aide à prédire de la récipicabilité de la tumeur. Si par contre il dépasse 1000, il suggère fortement son caractère métastatique. On s'en sert également dans le suivi thérapeutique. Sa négativation après chirurgie, c'est plutôt un bon pronostic. Sa diminution sous chimiothérapie en faveur d'un contrôle tumoral satisfaisant et en cours de surveillance sont dosés de façon assez systématique. Donc, j'ai fait un petit arbre décisionnel. Donc, suspicion clinique de cancer, bilan biologique. Je n'irai pas mettre le CA19-9 tout de suite, mais je le mettrai plutôt après le scan TAP avec injection triphasique. Si le scan thoracique, thoraco-abdominopelvien retrouve des métastases, il n'est pas forcément utile de faire l'IRM hépatique. Par contre, si le scan est normal, ne retrouve pas d'extension à distance avec un CA19-9 qui est limite supérieure à plus de 200, il y a une indication à une IRM hépatique avant d'envisager la résécabilité. Tout cela est ensuite discuté en RCP. Le patient est métastatique, résécable, en résécabilité limitée ou localement avancée. Quand il est résécable, on n'a pas forcément besoin, et ça on en discutera probablement avec le docteur Corfiotti, de lui proposer une biopsie à visée histologique. Par contre, dans les autres cas, c'est nécessaire pour débuter une chimiothérapie. Donc, résécable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas de métastase à distance, pas d'extension artérielle et un éventuel contact veineux avec la veine mésentérique sup absent ou inférieur à 180 degrés. Résécabilité limitée, pas de métastase, une extension veineuse reconstructible, un contact artériel inférieur à 180, un CA19-9 entre 300 et 500 et un relatif bon état général.
Localement avancé, pas de métastase, extension veineuse non reconstructible et un contact artériel supérieur à 180 degrés. Métastatique, c'est foie, péritoine, ganglion à distance, poumon. Il ne faut pas oublier le scan thoracique parce qu'on a des vraies surprises sur les métastases pulmonaires des cancers du pancréas. Donc, en fonction de tout ça, le patient est résécable. On envisage une résection curative. La résécabilité est limitée ou localement avancée. On propose un traitement d'induction, plus ou moins une résection curative. Et si elle est métastatique, c'est d'emblée la chimiothérapie palliative. En fonction du degré d'extension, on a un pronostic du cancer du pancréas dès le diagnostic. Quand ils sont métastatiques, ils ont une survie inférieure à 1 an la plupart du temps. 30% sont localement avancés avec une survie entre 12 et 15 mois. 10% sont localisés opérables avec une survie entre 15 et 20 mois. La chimiothérapie dans le cancer du pancréas. Donc, on a 4 drogues princeps. On a le FOLFIRINOX, je détaillerai plus tard les chimiothérapies, le Gemzar, le Xeloda en traitement encore pas l'AMM aujourd'hui, mais qui est beaucoup utilisé en essai thérapeutique. Le traitement adjuvant. 80% des patients opérés à visée curative pour un adénocarcinome du pancréas auront une récidive locale ou métastatique. Le traitement adjuvant, il est indiqué chez tous les patients opérés, quel que soit le stade TNM, T0, N0, M0, chimio, et en mesure de pouvoir le débuter dans les 3 mois suivant la chirurgie. On a 12 semaines pour commencer un traitement adjuvant. En fonction de l'état général, après réalisation toujours d'un nouveau scanner TAB baseline et d'un CA19-9, on peut proposer le FOLFIRINOX modifié, le GemCap ou le Gemzar. Le FOLFIRINOX, ça fait un peu mieux sur publication 2018 où il est montré que la survie médiane est augmentée à 54 mois avec le M-FOLFIRINOX versus 35 mois avec le Gemzar. Pour les tumeurs borderline, la chirurgie n'est absolument pas recommandée initialement puisque le patient risque de se retrouver R1 avec donc des marges positives sur l'artérielle ou le veineux, ce qui ne sert strictement à rien puisqu'au final, votre patient il sera métastatique dans les 3 à 6 mois. En pratique, alors on est en hors essai, on propose 6 à 8 cures de FOLFIRINOX. Sinon, Gemabraxane ou Gemox, alors Gemabraxane, c'est en cours d'étude, il n'y a pas de réel consensus. Et généralement, au bout de 6 à 8 cures de FOLFIRINOX, quand la maladie est contrôlée, on peut proposer une radiochimiothérapie avant d'envisager la prise en charge chirurgicale. Sur les tumeurs localement avancées, la chimiothérapie systémique recommandée, c'est le FOLFIRINOX. Et on discute également d'un traitement par radiochimiothérapie qu'on appelle radiochimiothérapie de clôture. Mais ça, je pense que les radiothérapeutes vont rediscuter. En métastatique, en 2011, l'étude de phase 3, l'accord 11, a démontré la supériorité du schéma FOLFIRINOX par rapport à la gemcitabine, d'une survie globale médiane de 11 mois contre 6 mois avec le Gemzar. En 2013, l'association de la gemcitabine au nab-paclitaxel a aussi montré une augmentation significative de la survie globale. Actuellement, on n'a pas l'Abraxane en France, hors essai. Le FOLFIRINOX. Donc, le FOLFIRINOX, c'est un peu la drogue qui a un peu révolutionné, entre guillemets, la prise en charge du cancer du pancréas. Il est utilisé dans la forme modifiée pour l'adjuvant, sur les tumeurs localement avancées, borderline et en traitement palliatif. C'est l'association de 3 drogues. C'est l'oxaliplatine, qui peut être responsable d'une neurotoxicité périphérique, l'irinotécan, qui passe sur 1h30, qui va être responsable dans un tiers des cas d'une alopécie et d'une diarrhée à J10, et le 5-FU. En préambule, le 5-FU, systématiquement maintenant, depuis 1 an et demi, je pense, il est systématiquement demandé une uracilémie afin d'adapter les doses de 5-FU. C'est une chimiothérapie de 48 heures tous les 15 jours avec une toxicité hématologique et avec un gros risque d'aplasie. Donc, en prévention primaire, on met systématiquement les patients sous GCSF. La deuxième drogue, c'est le Gemzar, la gemcitabine, en traitement adjuvant, traitement palliatif. C'est un traitement séquentiel, 1 heure par semaine, 3 semaines sur 4. C'est relativement bien toléré. Les effets secondaires, ça peut donner des œdèmes des membres inférieurs et une toxicité hématologique et rénale.
Personnellement, sur les patients un peu âgés, un peu fragiles, j'ai tendance à privilégier le Gemzar plutôt que le M-Folfirinox malgré les études vers le Folfirinox, puisque le but de la chimio, le but du traitement, c'est d'arriver à 6 mois. En traitement palliatif, c'est des patients qui sont généralement OMS 2-3, fragiles, pour lesquels on va privilégier la gemcitabine. Le Xeloda. Donc, le Xeloda, c'est du 5-FU oral. Donc, c'est 5 jours sur 7 en même temps que la radiothérapie pendant 5 semaines à la dose de 800 mg/m² toutes les 12 heures. Donc, sur les tumeurs borderline ou localement avancées en fin de traitement. Les principaux effets secondaires, c'est un syndrome main-pied. Les effets sont globalement similaires au 5-FU en diffuseur. Et pareil, il nous faut impérativement l'uracinémie. Le Gemzar nab-paclitaxel, il y a pas mal d'essais en cours. Il y a l'essai Graspank en deuxième ligne métastatique et il y a l'essai Napoli qui vient d'ouvrir au centre Oscar Lambret en première ligne localement avancée et métastatique où en fait c'est la comparaison du Gemzar nab-paclitaxel versus le FOLFIRINOX. Les effets secondaires, c'est essentiellement hématologique. Pareil, c'est des patients qui vont bénéficier de facteurs de croissance et le paclitaxel peut être responsable d'une alopécie. Ce que je veux surtout en pratique, c'est qu'on ne dose pas systématiquement le CA19-9 et la lipazémie pour faire un diagnostic de cancer du pancréas. Ça ne fait pas partie des tests de dépistage de masse. Il ne faut surtout pas oublier tout IRM hépatique avant toute prise en charge chirurgicale parce qu'on a des mauvaises surprises. Quand on commence à prendre les patients en adjuvant, en fait, ce premier scanner baseline, on a un foie qui est truffé. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, l'IRM hépatique. Et puis, penser à la réalisation effectivement d'un scan devant des dorsalgies atypiques, une décompensation d'un diabète relativement bien équilibré. Et je suis très pro-vaccination, donc il faut vacciner les patients ou mettre à jour le calendrier vaccinal avant toute réalisation d'une chimiothérapie. Donc, il y a le DT polio à mettre à jour, la vaccination pneumococcique et surtout en ce moment la vaccination grippale. Voilà. Avez-vous des questions? Bon, ça suit, ça me porte. J'enchaîne du coup. J'ai peut-être juste une question. On se vaccinera contre le Covid là, dans 3 mois ou pas écoute, vaccine-toi contre la grippe déjà, puis on en reparlera quand on aura un vaccin. La grippe d'abord, ok. Ouais. On va éviter de croiser les virus. C'est bon, Donc, du coup, moi, je vais vous parler de la place de la radiothérapie dans les cancers pancréatiques. Donc, mon topo s'articule en 2 parties. Je vais vous parler de la place de la radiochimiothérapie, puis de la radiothérapie stéréotaxique, qui va trouver une place potentiellement en métastatique. Donc là, la radiochimiothérapie, comme l'a très bien dit le docteur Lecomte, c'est pour des cancers à résecabilité limitée après une chimiothérapie première et avant l'exploration chirurgicale. D'accord. Donc, on va faire une radiochimiothérapie avec ce qu'on appelle la radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité, qui est un petit peu révolutionnée. La radiochimiothérapie pancréatique qui a été un temps un petit peu délaissée au début des années 2010, parce que quand on faisait de la radiothérapie conformationnelle, je vous montrerai après la différence entre les 2 techniques, c'était quelque chose qui était peu toléré, qui n'était pas bien toléré. Et maintenant qu'on a la radiochimiothérapie avec la radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité, c'est quelque chose qui est bien toléré, assez peu toxique. Et donc sinon, on va faire une radiochimiothérapie de clôture dans les cancers localement avancés. Alors pour vous présenter ça, je vous propose de suivre le parcours d'un patient ou plutôt d'une patiente qui vient de finir sa radiochimiothérapie. Et je vais vous expliquer les différentes étapes du traitement de radiothérapie parce que voilà, on n'a jamais mis les pieds dans un centre de radiothérapie, on a du mal à s'imaginer comment ça se passe. Donc en fait, je vais vous parler d'une dame, Madame C, 41 ans, qui a consulté donc, au centre hospitalier en mars pour un ictère. On a retrouvé une masse tissulaire de la tête du pancréas, responsable d'une dilatation bicanalaire avec une sténose de la veine mésentérique supérieure, un contact avec l'artère mésentérique supérieure sur environ 180 degrés, donc on est entre le borderline et non résecable. L'écho-endoscopie retrouvait une masse de la tête du pancréas, les biopsies ont trouvé de l'adénocarcinome infiltrant bien différencié. Le CA19-9 était dosé à 810.
Donc, on a proposé la réalisation d'une chimiothérapie première par FOLFIRINOX qu'elle a très bien tolérée. Puis une prise en charge chirurgicale. Elle a eu un premier bilan de réévaluation. Il y avait une diminution de la masse, mais on avait toujours un contact sur 180 degrés avec l'artère mésentérique supérieure. Pas de lésions secondaires. Le CA19-9 avait bien diminué. Du coup, on a proposé une poursuite jusqu'au SICUR, nouveau bilan de réévaluation. Et là, on a toujours une lésion qui continue à diminuer, mais avec toujours un contact sur 180 degrés de l'artère. Et donc, on propose une radiochimiothérapie avant exploration chirurgicale. Donc, cette dame, nous l'avons reçue au centre. Donc, pour la radiochimiothérapie, donc, lors de la consultation, on explique ce qu'on va faire. On récupère toute l'imagerie préopératoire. Et donc, on prépare le traitement. Et pour préparer la radiothérapie, on va faire ce qu'on appelle un scanner de centrage. Donc là, vous avez les photos. Donc, le scanner de centrage, c'est un simple scanner qu'on va faire en position de traitement avec une injection triphasique. Ce scanner, on le fait toujours à jeun depuis 2 heures, histoire d'avoir l'estomac toujours à peu près rempli de la même façon. Et on va faire ce scanner, alors je ne sais pas si je peux montrer, on voit l'appareil, en fait, on fait aussi un scanner 4D, c'est-à-dire aux différentes phases respiratoires, parce que le pancréas, même si c'est un organe profond, il va un petit peu bouger à cause de la respiration et on va le prendre en compte dans la planification de notre traitement. Donc, ça, c'est fait. Et après, on va passer à l'étape de la délimitation. Donc là, ça, c'est le rôle du médecin. Une fois que le patient a fait son scanner, on va fusionner avec l'imagerie préopératoire et on va venir, en fait, entourer donc la lésion initiale, d'accord, ce que vous voyez entouré ici en rouge, différentes coupes, les extensions microscopiques, donc les aires ganglionnaires de drainage, d'accord. Puis, on va remettre une marge qui est en bleu, qui est en fait le volume prévisionnel de traitement qui prend en compte les possibles incertitudes de repositionnement et notamment la respiration, d'accord. Et après, on contourne tous les organes qu'on veut protéger autour. Donc là, vous avez les poumons, le foie, les reins, la moelle épinière en arrière, le tube digestif en avant que j'ai supprimé pour qu'on puisse voir. Et en fait, nos dosimétristes, les physiciens, vont nous proposer un traitement. Donc ça, c'est l'étape de physique. Donc en fait, l'idée, c'est d'aller mettre une dose adaptée là où il y a la tumeur et les extensions métastatiques, les extensions possiblement ganglionnaires, tout en préservant les organes autour. Et c'est ce que vous allez voir. Et donc nous, nos physiciens nous proposent un plan de traitement. Donc là, qui va permettre pour cette dame d'irradier à la dose de 50,4 degrés en faisant un petit boost de 54 degrés au niveau des lésions, tout en protégeant tous les organes autour. On voit que là, les organes, le foie, le rein, sont parfaitement protégés. Et donc, en fait, le physicien, après, nous propose donc, cette dosimétrie sur coupe scanographique dans les 3 dimensions, plus ce qu'on appelle des DVH, c'est des histogrammes dose-volume. Et on a des tableaux de contraintes où on sait, donc là, on sait que la lésion pancréatique prend la bonne dose, 95% du volume prend 95% de la dose, tout en protégeant les autres organes qui n'ont quasiment pas de radiothérapie, pas de rigueur. Et là-dessus, il nous calcule donc aussi le traitement, donc c'est des arcs, c'est les faisceaux de traitement. Et donc cette dame, on l'a traitée bien sûr en radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité, qui est une radiothérapie au cours de laquelle on va moduler le faisceau de traitement qui permet d'avoir un volume très précis en fait, tout en épargnant au mieux les organes à risque. Et c'est vraiment une technique que maintenant on pratique en routine, qui est apparue avant les années 2010, 2008, 2010, et ici qu'on fait maintenant en routine depuis 2012-2013 pour tous les patients pour ce type de localisation. Une fois que le traitement est fait et validé par le physicien, par le médecin, la patiente est convoquée pour ses séances. Donc là, en l'occurrence, on lui a programmé 30 séances, d'accord, pour délivrer une dose donc, de 50,4 à 54 degrés. Donc les séances ont lieu tous les jours, elles durent 10 minutes. On allonge la patiente en position de traitement, comme vous avez pu le voir sur le scanner. On fait ce qu'on appelle un XVI. En fait, c'est un scanner de repositionnement un petit peu dégradé, mais qui permet de s'assurer qu'on est pile sur la lésion. Puis on lance l'irradiation qui est rapide, c'est 2-3 minutes, c'est parfaitement indolore. Les patients ne ressentent rien du tout, ils ressortent. On les voit en consultation toutes les semaines pendant le traitement pour s'assurer que la chimiothérapie concomitante est bien tolérée, vérifier le bilan sanguin et voir qu'il n'y ait pas d'effet secondaire particulier.
Donc la surveillance, comme je disais, c'est une consultation hebdomadaire pendant la radiothérapie. Il peut y avoir des nausées qui franchement sont plutôt rares, qui cèdent parfaitement avec du Zofren 4 mg une heure avant la séance. Au long cours, notre seule crainte, c'est toujours le risque d'ulcération digestive. On les met en général sous 10 pp, oméprazole, au moins 40 mg au temps de la radiothérapie et les 3 mois qui suivent. Il y a une toxicité possible de la capecitabine, du Xeloda que vous a expliqué le docteur Lecomte. Et en post-radiothérapie, le bilan morphologique sera refait à 2 mois de la dernière séance. Ça ne sert à rien de le refaire plus tôt parce que sinon, on sous-estime l'effet de la radiothérapie. Donc en fait, cette radiothérapie, cette radiochimiothérapie, elle a retrouvé toute sa place, notamment depuis l'avènement du folfirinox, où on a des patients qui sont bons répondeurs, qui survivent plus longtemps. Et c'est vrai qu'on fait de plus en plus de radiochimiothérapie de clôture, et puis parce que aussi, c'est bien toléré. Donc juste un petit point sur la radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité. Donc c'est quelque chose qu'on fait sur tous nos accélérateurs ici à Valenciennes. On fait du VMAT, de l'arc-thérapie. On délivre en fait l'irradiation en modulant le champ sous forme d'arc. Il y a aussi d'autres machines qui existent qui sont des tomothérapie. C'est exactement équivalent. En fait, on a 3 constructeurs qui proposent différents types de machines. Et donc l'idée, je suis désolée, là, on n'a pas pu mettre la vidéo, mais qu'on module l'affluence en fonction d'où passe le faisceau. Et donc là, c'est pour l'histoire, juste pour vous expliquer qu'il y a 20 ans, on irradiait comme ça, enfin, même en 2 dimensions, on plaçait les faisceaux et on irradiait tout ce qu'il y avait. Après, on a fait des scanners dosimétriques et on faisait entre guillemets des boîtes où on modulait. Et maintenant, avec la RCMI, ça nous permet vraiment d'aller irradier des volumes très complexes, concaves, en protégeant très très bien les organes autour. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné la radiothérapie. Donc ça, c'était la première partie de la radiothérapie pancréatique, la radiochimiothérapie. Maintenant, je vais vous parler de la radiothérapie stéréotaxique. Donc la radiothérapie stéréotaxique dans le pancréas aura sa place pour les métastases, pour les patients notamment oligométastatiques. Donc en fait, c'est quoi? C'est une technique de haute précision qui est basée sur la convergence de microfaisceaux de radiothérapie qui va permettre d'irradier en fait à très haute dose des petits volumes. Ça a été développé d'abord en intracrânien. On irradie des métastases cérébrales. C'est aussi ce qu'on appelle la radiochirurgie. Ça permet un traitement très ciblé, très bien conformé, qui se fait sur différents accélérateurs. En fait, l'idée, c'est qu'on va administrer cette fois-ci plus des petites doses de radiothérapie pendant 25-30 séances, mais des fortes doses par séance, sur très peu de séances, sur 1 à 8 séances. Et comme ça, on a un effet biologique plus important qui va permettre de surmonter les radiorésistances, parce qu'on a des tumeurs qui sont plus ou moins sensibles à la radiothérapie. Et donc, ça nous permet de surmonter la radiorésistance. Ça limite le nombre de séances, donc c'est assez intéressant pour les patients âgés, comorbides. Et ça permet un ciblage très précis et de diminuer la dose des organes à risque. Donc, les indications de la radiothérapie stéréotaxique, ça va être des petites cibles bien définies, délimitées, pas trop volumineuses, qui ne sont pas trop proches d'organes à risque, c'est-à-dire par exemple pas trop proches de la moelle. Les tumeurs primitives localisées notamment dans le poumon, c'est une vraie alternative à la chirurgie pour les patients non opérables. Pour les maladies oligométastatiques, on prendra l'exemple du pancréas, ou en cas de réirradiation. L'idée, donc, pour les patients oligométastatiques, là dans le pancréas, alors c'est pas souvent, mais ça arrive qu'on ait des patients qui sous folfirinox sont très stables et vont présenter plus que 2, 3, 5 lésions. Et à partir d'un moment, il y a une certaine toxicité de la chimiothérapie qui s'installe et on peut proposer une irradiation de ces lésions. Donc, soit pour faire une pause thérapeutique, soit pour ne pas changer de ligne précocement quand on n'a pas grand-chose à proposer derrière. D'accord. Alors, les oligométastatiques, c'est quoi? C'est des patients qui ont en fait jusque 5 métastases par organe et moins de 3 lésions par organe. D'accord. Et en fait, cette stratégie d'aller irradier les quelques signes métastatiques, elle a fait l'objet de nombreuses études. Et il faut quand même savoir qu'à l'ASCO l'année dernière a été présentée donc, cette étude, COMET-SABR, en fait, qui est l'étude qui a étudié la radiothérapie stéréotaxique versus la surveillance chez des patients qui étaient sous chimiothérapie, qui étaient oligométastatiques sous chimiothérapie. Et en fait, c'était randomisé et on a montré que le fait d'aller irradier les cibles résiduelles, on augmentait la survie globale de ces patients de 13 mois, donc ce qui est assez énorme, tout en ayant très très peu de toxicité. Donc l'idée, c'est de poursuivre le traitement systémique et d'irradier les quelques cibles qui restent. Alors,
quelle est l'efficacité de cette radiothérapie stéréotaxique? Sur les métastases pulmonaires, elle est quand même assez bonne, hein, puisqu'on a un contrôle local à 3 ans entre 86 et 98% selon les essais, des survies globales entre 74 et 84%. Même chez les patients de plus de 70 ans, on constate une augmentation de la survie. C'est très bien toléré. On a des toxicité de grade 3, donc c'est-à-dire cliniquement significative dans 2 à 9% des cas. En général, c'est en dessous de 5% des cas. Il n'y a pas d'altération sur la qualité de vie. Donc, aux Dentellières, à Valenciennes, on irradie beaucoup de lésions pulmonaires, primitives ou secondaires, avec des très bons résultats. L'autre grande indication, c'est l'irradiation des métastases cérébrales. On améliore la qualité de vie parce que dans le temps, en fait, un patient qui avait des irradiations, des métastases cérébrales, on lui proposait une irradiation de l'encéphale en totalité. Et maintenant, on va privilégier d'irradier les lésions une par une. Ça permet d'augmenter le contrôle local, d'augmenter sa qualité de vie sans créer de troubles cognitifs. On va aussi pouvoir irradier les lésions osseuses, d'accord. Donc, par exemple, ici, des lésions du rachis. De réirradier sans risque neurologique. Voilà des exemples d'irradiation de lésions osseuses qu'on a fait à la clinique. Donc, vous voyez même des lésions autour de la moelle, on va sans souci. Donc, c'est des traitements qu'on va faire en 3 séances, d'accord. Et donc, l'idée, c'est que la radiothérapie stéréotaxique, donc dans les cancers oligométastatiques, ça a été montré un bénéfice donc dans tout primitif, un sein, poumon, prostate, colorectal, rein, pancréas, pour les patients jusqu'à 5 lésions. Les schémas ont fait entre 3 et 8 séances, ça dépend de la localisation de la lésion. Et en général, c'est très bien toléré, il y a très peu de toxicité. Voilà, là, c'était un patient qu'on avait suivi pour un adénocarcinome pancréatique métastatique et qui avait une irradiation, 2 lésions pulmonaires et une lésion osseuse. Là, un exemple d'un patient plurimétastatique d'un mélanome au niveau de la tête. On est irradié pour 5 lésions différentes. Et ça s'est très bien passé. Et là, pour la petite histoire, c'est un monsieur avec une tumeur rare à cellules de Sertoli, avec des lésions ganglionnaires, cérébrales, pulmonaires. Et pareil, comme c'est des maladies peu chimiosensibles, on propose des irradiations focalisées qui sont très bien tolérées. Et donc là, je vais vous proposer, donc pareil, on va reprendre le parcours patient, ça va aller un petit peu plus vite parce que les animations, elles n'ont pas fonctionné. Donc un monsieur qui nous a été adressé pour l'irradiation de 2 lésions hépatiques métastatiques d'un cancer du pancréas. Donc, on voyait ici et ici. Donc, ce monsieur, on lui fait son scanner de centrage. Il faut qu'il soit à jeun plus de 4 heures. Là, quand on est dans le cadre d'une radiothérapie stéréotaxique, on va devoir mettre une contention plus stricte pour que le patient soit vraiment parfaitement immobile. Donc, on va le mettre dans un blue bag. Vous allez voir la photo derrière. Une compression thoracique et on va faire un scanner injecté. D'accord. Donc là, le monsieur, il est dans un blue bag. Avec la compression, on fait le scanner injecté, donc c'est la position de traitement qu'il aura sous l'accélérateur que vous voyez. Et en fait, grâce à ça, ça nous permet de faire une acquisition qui permet de mettre en évidence les lésions. Derrière, nous allons contourer, en fait, il y a l'étape de contourage. Alors, je suis désolée, la petite vidéo, elle ne fonctionne pas. Contourage, c'est le même principe que pour la radiochimiothérapie. On va contourer les lésions hépatiques tout en protégeant les organes autour. Les physiciens proposent une dosimétrie. Donc, nous, on valide. Donc, en règle générale, pour le foie, on va faire 3 séances, voire 6, si vraiment les lésions, elles sont trop importantes ou proches d'organes à risque. Puis, on traite. Donc, c'est un traitement qui va se faire entre 3 et 6 séances, 1 jour sur 2. C'est un peu plus long qu'une radiothérapie standard parce que l'étape de repositionnement et de validation médicale au poste est beaucoup plus longue. D'accord, ça dure entre 30 et 40 minutes. C'est très bien toléré. Et puis derrière, on le voit en surveillance. C'est pareil, il y a le repositionnement au poste grâce à un scanner XVI. Donc voilà, la conclusion, c'est que la radiothérapie stéréotaxique, c'est une nouvelle technique qu'on fait sur Valenciennes. On va être bientôt à 800 patients. On compte fêter notre 1000e patient en premier trimestre 2021. C'est à de nombreuses indications, les tumeurs primitives, notamment pulmonaires, la maladie oligométastatique, les récidives. Ça a une très bonne efficacité thérapeutique, c'est très bien toléré. Donc voilà sur la radiothérapie stéréotaxique. Donc sinon, pour les messages à retenir, la radiochimiothérapie donc, a une place dans les cancers à résecabilité limitée après la chimiothérapie néoadjuvante. C'est bien toléré, peu toxique.
a une place en clôture dans les cancers localement avancés et dans les cancers oligométastatiques, on peut proposer soit une radiothérapie stéréotactique des cibles après chimiothérapie ou en cas quand la chimiothérapie est bien tolérée, également qu'on a une seule cible qui progresse, mais on va aller irradier cette cible en se disant qu'on a un clone de cellules résistant à la chimiothérapie tout en continuant le traitement pour ne pas changer de ligne. Surtout dans les maladies comme le pancréas, on n'a pas de milliers de lignes à proposer aux patients. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai une question. J'ai toujours une question. Est-ce que nous, chirurgiens, on avait cette vieille angoisse, et peut-être elle est fausse, c'est pas bien de l'avoir, de se dire, il fut un temps, je me souviens des années 2005-2006, on faisait énormément de radiochimiothérapie néoadjuvante à nos malades, et on les opérait ensuite pour des malades qui étaient soit résécables d'emblée, soit, on va dire, borderline, et on avait beaucoup de complications artérielles. Est-ce que la progression des techniques de radiothérapie, notamment avec la radiothérapie conformationnelle, donne la sensation qu'on a moins de complications vasculaires? Est-ce que les effets adverses locaux sont moins importants? Je vais être tout à fait honnête, hein, c'est une culture qu'on a moins à vivre, parce qu'on le fait quasiment pas, mais c'est intéressant de se remettre en cause et de savoir si peut-être la radiothérapie, elle ne peut pas avoir une place plus importante en adoucissant nos craintes de complications péropératoires plus Alors, localement, la dose qu'on délivre n'a pas changé. Si tu veux, au niveau de la lésion, la tumeur en place, ça n'a pas changé. Donc là-dessus, si vous avez des complications artérielles locales, tu vois, au niveau de la dissection de la tumeur, là-dessus, la dose n'a pas changé. Par contre, effectivement, au pourtour, on irradie beaucoup moins le tube digestif, d'accord, donc avec moins d'obligation. Après, c'est aussi une radiothérapie, comme elle est beaucoup mieux tolérée, parce que dans le temps, c'est quand même des traitements, de par la quantité et le volume de tube digestif qui était irradié, les patients vomissaient, se dénutrissaient. Et en fait, là, maintenant, vous avez des patients qui arrivent qui sont beaucoup plus fit derrière la radiochimiothérapie. Donc, je pense que ça, c'est aussi un argument pour que la chirurgie se passe beaucoup mieux. Alors, à Lille, ils nous renvoient pas mal de patients là, actuellement. C'est vraiment la nouvelle tendance depuis un an. Vraiment, c'est FOLFIRINOX, radiochimio. Là, cette dame, elle m'a envoyée par Lille. Hein, parce que derrière, elle a été. Je sais pas où elle est, là, mais d'accord. Par les équipes. Et c'est vrai que c'est vraiment une nouvelle tendance. Après, localement, je suis pas capable de dire s'il y a plus ou moins de complications, mais clairement, vous avez des patients qui arrivent à la chirurgie qui sont beaucoup plus fit qu'avant, en meilleur état. Et je pense que ça doit changer quand même pas mal de choses. Tout à fait, parce qu'ils étaient un peu à bout de course en post-radiothérapie, on va dire, conventionnelle. D'accord. Donc, peut-être moi, j'ai souvenir en 2010, il y a 10 ans, d'avoir fait radiochimiothérapie au centre Oscar Lambret. C'était l'horreur, hein, la dame, elle vomit, avec des patients qui vomissaient tout le temps, ils faisaient toutes les tox possibles, ils se dénutrissaient, on finissait pas le traitement, c'était compliqué. Alors que là, franchement, ça passe nickel, hein, ils perdent pas un kilo. Ils arrivent en meilleur état général. Ils arrivent clairement. Ils arrivent en meilleur état général. La radiochimio, puisque la chimiothérapie déjà est aussi plus efficace. Et vraiment, c'est aussi vraiment grâce au FOLFIRINOX. Nous, si on se remet à faire de la radiochimio, c'est grâce au FOLFIRINOX et à la pratique routine de la radiothérapie conformationnelle par modulation. C'est vraiment l'exemple type. Il n'y a pas qu'une seule vérité en médecine, parce que, par exemple, les Américains, ça fait des années qu'ils font radiothérapie erlotinib sur ces malades-là. Bon, nous, en France, on a été très vite... on a abandonné rapidement l'erlotinib. Il n'y avait pas un gain en survie exceptionnel. On a été très vite pro-chimiothérapie. On a fait très peu de radiothérapie, en tout cas dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein, je sais que, voilà. Et là, ça revient pas mal. On a un effet de mode, mais de toute façon, c'est un peu le sujet de la suite. C'est vraiment une modification globale de la prise en charge de la maladie. Et c'était très explicite et merci beaucoup. Ouais. Donc, j'y vais. Il n'y a pas de questions. On peut enchaîner. Est-ce que vous pouvez mettre le petit bandeau? Moi, je suis chirurgien, donc j'aime bien me voir. Donc, on peut mettre là. C'est l'effet du miroir. On adore ça. Ouais, je suis là. J'aime bien me voir en très grand, mais je peux faire un effort. Voilà, donc si vous n'aviez pas compris, je suis chirurgien un peu narcissique. Je suis docteur Corfiotti et je suis l'un des nouveaux arrivants pour ceux qui arrivent à la clinique du Parc.
formation standard, je ne reviens pas dessus. J'ai une petite gimmick pour le cancer du pancréas, parce que j'étais en chirurgie hépatobiliaire et pancréatique au CHR pendant 4 ans. Donc, j'ai été formé à ça. Et puis, c'est une pathologie qui est intéressante sur le plan fondamental et clinique. Et puis, ça bouge, ça va à 2000 à l'heure. Et c'est surtout, enfin 2000 à l'heure, effectivement, il a fallu attendre une vingtaine d'années avant que ça commence à vraiment bouger. Mais c'est surtout toujours une bonne excuse pour discuter âprement en RCP ou en congrès. Ça permet de regarder ses chefs un peu se tirer à la bourre entre eux. Alors, moi, je vais parler très globalement de chirurgie. J'ai un peu l'impression qu'on va être au chômage dans quelques années, d'après ce que je viens de voir, parce qu'on a un contrôle, on a des arguments pour dire qu'on essaie de contrôler une maladie systémique. On a aussi des arguments avec la radiothérapie pour un contrôle local. Qu'est-ce qui va nous rester? L'avenir nous le dira. En tout cas, pour l'instant, on est encore un peu là. Alors, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je ne vous refais pas toute l'épidémiologie. Moi, j'ai mis que ce graphique-là, ça a déjà été très bien décrit. Le cancer du pancréas va devenir, il est peut-être déjà un peu, un enjeu de santé publique. On va en mourir beaucoup plus. Ça va être la deuxième cause de mortalité, enfin, la première ou la deuxième cause en 2030 de mortalité par cancer digestif solide. Voilà, donc c'est en augmentation, il y en a de plus en plus. On le traite difficilement, il y a toujours autant de morts. C'est ce qu'on appelle une maladie grave avec un enjeu de santé publique. Il y a eu une longue période un peu grise où on a fait toujours un peu ce qu'on pouvait, on a couru après une maladie qu'on ne comprenait pas avec des arguments thérapeutiques qui étaient pas toujours pertinents et on faisait ce qu'on pouvait en gros. C'était tout à fait le cas avant les années 2000, donc j'ai pris l'exemple des années 90. C'était sympa, hein, c'était coloré, mais au niveau pancréas, c'était un peu monotone. Alors ce schéma-là, qui est réactualisé régulièrement, c'est le critère de résécabilité qui permet de stratifier en 3 groupes, grosso modo, les malades qui sont atteints d'un cancer du pancréas. Alors, bien avant les avancées extra, notamment chimiothérapie, en radiothérapie qu'on vous a développé, grosso modo, on essayait de savoir lesquels étaient résécables et quels malades étaient résécables pour leur proposer une chirurgie en espérant les guérir. Et puis, les malades non résécables, qui étaient vraiment métastatiques ou vraiment non résécables, ce qui représentait une grande majorité, 80% des malades, on leur proposait une chimiothérapie, souvent par gemcitabine, à visée palliative, très clairement. Et puis au milieu, il y avait cette zone grise de malades borderline. On faisait un peu de radiothérapie, un peu de chimiothérapie. On essayait de les mener à la chirurgie, mais comme on vient d'en discuter assez péniblement, ils étaient quand même assez abîmés et on ne leur rendait pas toujours service. Grosso modo, on essayait de dire, enfin on disait que la chirurgie, c'était vraiment la seule chose qui pouvait sauver les malades. Bon. Donc on avait cette attitude qui était un peu monomaniaque de dire bon voilà, il faut les opérer, hein. Si on les opère pas, ils sont palliatifs. Bon, ça avait quand même, enfin moi je suis pas commercial, mais quand vous avez une stratégie d'approche qui a 5% de réussite, ce qui était un peu le cas, tout malade confondu, on peut dire que ça marche pas. Donc cette attitude-là, dans les années 90, et elle est encore un peu en cours, hein, ces 2 grands courants de pensée qui sont en train de s'entrechoquer au décours de ces années 2000, qui sont en train de filer avec le Covid à vitesse grand V, elle est remise en cause. Et les RCP, ça ressemble un peu à ça. Lesquels on peut opérer, ceux-là, allez, on y va, va-t-en guerre. La fleurophugie, il faut les réséquer pour essayer de les sauver. Heureusement, les choses ont un peu changé, notamment grâce à une équipe un peu française, hein, le New England de Thierry Conroy, c'est une équipe française, et grâce aussi à la recherche fondamentale. On en parlera avec le docteur Vincent juste après. On a mieux compris la pathologie, on a mieux compris la biologie, on a mieux compris le comportement tumoral, et on a fait des progrès en chimiothérapie. On s'est notamment rendu compte que c'était une maladie, et le docteur Lecomte l'a très bien dit en insistant de façon précise sur l'IRM hépatique. C'est une maladie qui peut être, sans qu'on s'en rende compte, déjà métastatique ou systémique avant d'être locale. Rien ne sert d'enlever une tumeur du pancréas localement, alors qu'il y a déjà des milliards de cellules et de micrométastases qui se baladent depuis des semaines. On ne rend pas service au malade. J'ai même envie de dire, on le dessert, puisqu'un malade qui doit se battre contre le cancer et qui en plus doit se battre contre la chirurgie va faire plus de complications, c'est décrit, et ne va pas bénéficier de la chirurgie. Donc on est dans cette ambiance-là. C'est une maladie systémique méconnue, méfiance, avec une chimio-résistance, parce que probablement aussi on avait une chimiothérapie qui n'était pas encore très pertinente.
Néanmoins, on a beaucoup progressé, on l'a dit, on est passé du FU, de la gemcitabine, vers le FOLFIRINOX, le nab-paclitaxel, qui n'est pas encore pas autorisé, mais qui n'a pas encore la MM en France. On espère qu'il y a quand même un moment, on va y arriver. Et on continue à progresser, on continue à avancer, on ne sait pas quel sera le prochain coup. Mais on espère qu'on va avoir encore un argument supplémentaire. Au total, teinté de ces nouvelles cordes à notre arc, on a parlé de radiothérapie, on a une chimiothérapie qui commence à fonctionner un peu plus, on a augmenté la tolérance et la pertinence de la radiothérapie, que ce soit en néoadjuvant ou on va dire en consolidation, en clôture des process thérapeutiques. On a quand même l'impression que la chirurgie, on va pas dire qu'on a perdu notre superbe, mais bon, elle est pondérée par deux autres traitements qui ont leur mot à dire dans la prise en charge. Et donc, l'aspect monomaniaque de la prise en charge du cancer du pancréas est un peu en train de s'effilocher, et on est dans une ambiance de discussion avec une réunion pluridisciplinaire de cancérologie qui change complètement, quand on parle de pancréas, d'aspect, avec une discussion plus de stratégie, parfois de timing. Vous avez vu sur la présentation du docteur Lecomte, où on a un patient qui a 4 cures de FOLFIRINOX, du docteur Jean, pardon, qui a 4 cures de FOLFIRINOX. Il y a encore un engagement de l'artère mésentérique supérieure. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie quand même d'aller voir s'il y a une exploration chirurgicale à faire, parce qu'on sait qu'on évalue mal la résécabilité des malades après FOLFIRINOX ou même après radiothérapie. On décide de faire 2 cures de plus pour se donner la chance, parce qu'on a montré que 4 à 6 cures, c'était à peu près ce qu'il fallait pour avoir la réponse maximum. On a discuté ensuite, et on l'a validé, la radiothérapie. Oui, allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de problèmes médicaux. Voilà. Donc, on a discuté la radiothérapie pour ensuite proposer probablement une exploration chirurgicale et le faire dans un timing le meilleur possible. Pourquoi? Parce que la chirurgie, on y revient juste après, c'est discutable. Vous pourrez me challenger, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas dit que j'avais raison, mais je pense que c'est un one-shot. On n'opère qu'une fois un malade. Le bilan préopératoire, quand on décide de les opérer, il est quand même très simple. Il faut le faire. Il faut opérer des malades résécables, en tout cas potentiellement résécables. Le scanner TAP, l'IRM hépatique, on appuie encore sur ce point-là, qui est devenu quand même un élément de bon sens, quoi, pour vérifier qu'il n'y avait pas des métastases. On n'opère pas un malade d'un cancer du pancréas qui a des métastases hépatiques. C'est quand même dommage de se priver d'une IRM hépatique qui fait la décision. Il y en a pas. Point. J'ai pas mis le CA19-9, mais il a son importance, ça a été décrit. Je mets de l'eau dans mon vin. Attention, hypertension cholestétique. Voilà, nos amis diabétiques également. Le CA19-9 qui est la mucine luxèse, glycoprotéine de membrane. Le docteur Vincent vous en parlera peut-être après. Et j'ai rajouté les co-endoscopies parce qu'on est quand même dans une ambiance, et c'est super d'avoir eu le graphique de l'ASCO de 2018, de thérapeutique néoadjuvante à la chirurgie. C'est quand même vraiment, j'ai l'impression que c'est l'avenir, que la chirurgie va baigner dans une ambiance de chimiothérapie, il faut être clair. Voire de radiochimiothérapie, effectivement. Et donc, pour commencer un traitement, il faut avoir un diagnostic. Alors, les 3 indications du thésaurus de cancérologie digestive qu'on utilise tous, c'est une tumeur qui n'a pas fait la preuve de sa malignité sur le scanner, donc on a un doute avec une tumeur bénigne, on la biopsie. Un malade localement avancé non résécable, ce cas-là, il faut lui faire une thérapeutique néoadjuvante ou une thérapeutique autre que la chirurgie parce qu'il ne sera jamais résécable. Ça, on l'évalue au fur et à mesure, donc on fait une biopsie. Et puis, j'ai un trou de mémoire, mais je pense que ça va me revenir assez vite. Le 3e point, métastatique. Voilà. Et sinon, attention, la chirurgie pancréatique se fait, peut-être qu'il y a des collègues gastro-entérologues qui pourront me poser la question à l'écoute. En théorie, la DPC, en tout cas la chirurgie de la tête du pancréas, est diagnostique et thérapeutique. Une tumeur, c'est les recommandations, qui est... Quoi? Combien ça dure le temps face au tri? Ça va aller vite. Une tumeur qui est résécable, qui est typique en scanner, on l'opère. Bon, tac tes mesures, mais on l'opère. C'est les recommandations. Après, ambiance néoadjuvante, on peut discuter et il faut discuter. Alors, l'addition chirurgicale, c'est ce que j'essaie d'exprimer par cette diapo, c'est un one-shot. C'est-à-dire que quand on a fait une exploration, qu'on a disséqué du cancer, qu'on est allé voir s'il y avait des ganglions droite à gauche,
Quand on reprend un malade qui est opéré d'une chirurgie pancréatique, c'est l'enfer. Pour l'avoir fait, c'est l'enfer. Et les suites sont très difficiles. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'on n'a qu'une seule cartouche chirurgicale. Et que donc, le timing, quand est-ce qu'il faut vraiment aller positionner cette exploration chirurgicale? On n'a pas dit résection, on a dit exploration chirurgicale. Eh ben, c'est vraiment le sein du sein de la décision. C'est vraiment ce qui est le plus dur à faire. Et ce n'est pas le chirurgien qui prend la décision tout seul. C'est débattu avec nos collègues. Parce qu'on a plein d'autres arguments chimio-radiothérapie à proposer. Bon, mettons, allez, de toute façon, c'est un peu l'objet du diaporama, donc si je vous dis il n'est pas résécable, on n'y va pas, c'est fini, et c'est un peu, voilà, on est sur notre fin. On fait une exploration chirurgicale. Sur le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, je pense, je dis ça, mais en fait, c'est moi qui ai fait la diapo, donc je le sais, c'est marqué résection chirurgicale. C'était un peu l'ambiance monomaniaque, il faut l'opérer, il faut l'enlever, il faut l'enlever, il faut l'enlever. Effectivement, il faut essayer d'enlever le cancer à un moment. Mais là, vous voyez, je modère le propos. Le docteur Jean l'a très bien dit, c'est une exploration chirurgicale. Parce que pendant l'exploration chirurgicale, on finit le bilan d'extension. Le plus dur, c'est de passer de l'état léthargique post-garde pour aller jusqu'au bloc opératoire. Ce que je vais exprimer, c'est que l'essentiel du travail est fait en préopératoire. La technique chirurgicale, bon oui, effectivement, il faut avoir été formé, il faut savoir bien le faire, mais c'est une technique, c'est 5% de la prise en charge. Et à l'heure actuelle, les 95 qui restent, c'est avant-après. Donc, on finit le bilan d'extension. On vérifie qu'il n'y a pas de métastase hépatique lorsqu'on a réalisé la parotomie. On vérifie qu'il n'y a pas de carcinose péritonéale. Alors, quand le CA19-9 est très élevé, on peut avoir un doute et on peut proposer quand même de faire une celluloscopie au lieu d'ouvrir en grand l'abdomen, même si la celluloscopie a ses limites dans la détection de la carcinose. Il y a des malades, on fait une cellule, il n'y a rien, on ouvre, on trouve de la carcinose. Ça arrive. Mais en tout cas, si ces deux éléments sont présents, l'intervention est terminée, le malade n'a pas de survie à 5 ans malheureusement, et le meilleur traitement lui proposé, c'est la chimiothérapie. Je l'ai dit avec beaucoup de tact et de mesure. Le deuxième point, c'est le picking interaorticocave. Alors, le pancréas, il est sous la lame, là, d'accord? Ça, c'est la veine cave, ça, c'est la aorte, et le globule bas entre deux, là, c'est les ganglions interaorticocaves qu'on prélève. S'ils sont positifs, malheureusement, paf, deuxième voie de sortie, le malade ne peut pas être esséqué. Troisième point, alors tout le monde ne le fait pas, hein, mais il y a quand même de la littérature qui abonde et qui dit qu'il faut le faire. C'est l'abord de l'artère mésentérique supérieure en premier. On arrive, quand on a fait le picking interaorticocave, qu'on a exploré la cavité, on ne va pas disséquer le cancer tout de suite, on va voir l'artère mésentérique supérieure. Alors, c'est une photo de vacances. Donc, grosso modo, voilà, le pancréas que je repousse là est ici. Ça, c'est la veine porte. Ça, c'est l'artère mésentérique. On va faire un petit prélèvement au contact de l'artère mésentérique. Si ce prélèvement est positif, l'intervention s'arrête. Le malade, malheureusement, n'est pas résécable. Cette action-là, on le revoit après, permet d'avoir de bonnes marges, en commençant par ce geste qui est un peu dangereux d'aller chercher l'artère mésentérique au sein du ventre, au contact de l'aorte et de la veine cave et de la veine porte, nous permet de faciliter le reste de l'intervention, et notamment un moment un peu délicat que je décris après. On continue l'exploration une fois qu'on a passé ces critères de non-résécabilité, qu'on a vérifié que le malade restait dans les clous pour être résécable, et on vérifie que l'artère mésentérique supérieure n'est pas envahie, puisque parfois l'évaluation scanographique après radiochimiothérapie n'est pas évidente, on pense que ça passe alors que ça ne passe pas. On vérifie que le tronc cœliaque n'est pas envahi, on vérifie qu'il n'y a pas d'envahissement global d'autres organes de voisinage qui pourraient rendre difficile une résection. Si tel est le cas, l'intervention malheureusement ne peut pas être menée. Alors, je parle essentiellement du pancréas droit parce que c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Le pancréas gauche, c'est la même philosophie de stratégie globale, mais pas la même technique chirurgicale. Néanmoins, ce qu'il y a de plus fréquent, c'est la tête. Donc, je parle essentiellement de la tête. Et vous allez voir, c'est assez surprenant parce que je vous parle beaucoup d'exploration, je vous parle de finir le bilan d'extension, mais je vous parle très peu de la technique chirurgicale. On l'enlève, quoi. On enlève la tête, on coupe l'estomac, on coupe la voie biliaire, on coupe le pancréas, et on fait 3 coutures, on fait 3 anastomoses entre l'estomac, le pancréas et la voie biliaire pour rétablir la continuité digestive. Avec des critères de qualité qui doivent permettre aux malades d'avoir le maximum de chances, allez, je me lance, de guérir, mais en tout cas d'avoir une survie la plus longue possible. Parce que c'est une maladie qui reste grave, même s'ils vont jusqu'à la résection, ça n'est pas toujours gagné, loin de là. Alors, les critères de résection, c'est facile, c'est du bon sens paysan, comme dirait mon vieux père, faut tout enlever. Voilà. R0, c'est quand on a enlevé tout au niveau microscopique. R1, c'est quand il reste quelques cellules. Mais ça suffit pour diviser la survie du malade par 2. Le problème, c'est que
ce R0, R1, il intervient à un endroit hyper délicat de la dissection. Sur cette photo, vous avez le pancréas qui est surélevé, qu'on a passé l'isthme pancréatique, qui est tiré par le lac blanc. Et ce pancréas, vous voyez, une petite languette qui va s'immiscer entre la face postérieure de la veine porte, en bleu, et un peu de globi-glouba qu'on appelle la lame rétroporte. Et en arrière, un peu plus en bas de la diapo, plutôt, on a l'artère mésentérique. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la lame rétroporte. La tumeur est souvent là, et quand en fait on repose le pancréas sur cette zone, plouc, on est au contact de cette zone difficile à disséquer. Et c'est là qu'on oublie quelques cellules. Et c'est à ce moment-là que le malade voit sa survie divisée par 2. C'est ce qu'on appelle la marge, tout simplement. Alors, vous dire, c'est 1 mm, vous voyez, c'est ténu. 0,5, c'est pas bon, 1 mm, c'est bon. Il y a Del Perro, j'ai oublié de le marquer, mais M. Del Perro et Olivier Turini, son successeur, qui travaillent à Marseille, qui est un gros centre de recherche et de prise en charge de cancer pancréatique, ont fait un PHRC. Ils ont mis en évidence que, d'abord, d'ancrer les pièces, quand on a enlevé le cancer, on met à l'endroit où il y a la veine, on met du bleu, à l'endroit où il y avait l'artère, on met du rouge, à l'endroit où c'était la veine cave et l'aorte, on met du noir ou du jaune en fonction. Eh ben, on se rend compte que des malades qu'on pensait avoir bien réséqués, ben non, on n'est pas dans les clous, on est à moins d'1 millimètre de la tumeur. Donc ça, c'est délicat, c'est difficile, et c'est ça qu'on va appeler, alors c'est pas pompeux, hein, ne pensez pas que, voilà, mais c'est ça qu'on appelle l'expertise chirurgicale. C'est à cet endroit-là que, voilà. Et ça, c'est plus facile quand on a fait l'abord premier de l'artère mésentérique, qui est un geste qui est un peu délicat. Le deuxième point, c'est qu'il faut enlever assez de ganglions. S'ils sont positifs, c'est moins bon. Ça, j'enfonce des portes un peu ouvertes, hein, c'est la base. Alors, là, on vient de faire, en quelques diapos, 5% de la prise en charge, parce que les problèmes commencent vraiment en post-opératoire, et c'est là qu'il faut être le meilleur. Vous voyez ce schéma qui est très basique, hein, en pointillé vers le bas, c'est l'aorte. Le trait rouge, c'est l'artère hépatique propre commune, et puis le petit trait perpendiculaire, c'est l'artère gastro-duodénale qui vascularise normalement la tête du pancréas, qui a été remplacée par ce morceau d'intestin grêle, donc cette anse montée, qui s'anastomose avec le pancréas, la voie biliaire et l'estomac. Et à cet endroit-là, il y avait la tête et la tumeur. Maintenant, il n'y a plus. Mais vous voyez que la couture entre le pancréas et l'intestin grêle, c'est là où, comme dirait le professeur Zerbib, c'est là où les bactéries attaquent. C'est-à-dire que c'est là qu'il peut y avoir une fuite de ces enzymes pancréatiques qui sont hyper corrosives, qui peuvent même faire sauter la suture, tout simplement. Alors, aussi la technique chirurgicale, mais ça peut. Et qui peuvent aller attaquer, c'est ce qu'on appelle la fistule. Hein. Et dans un article un petit peu, pas récent, mais 2015, je pense, c'était Amiens, Régimbaud qui l'avait fait, on y avait participé, on a vu qu'il y avait 50% de fistules. 50%, un malade sur 2 va compliquer. Et quand on a cette complication, la porte ouverte je pourrais être un peu vulgaire, mais la porte ouverte au problème, là, c'est pas une porte, c'est une baie vitrée. Quand il y a une fistule, attention danger. Parce que cette corrosion au niveau de l'anastomose avec le pancréas, elle est très proche, vous le voyez, de l'artère gastro-duodénale, de cette petite biquette là qui dépasse de l'artère hépatique. Et si elle saigne, cette artère gastro-duodénale, c'est 50% de décès. Il faut réopérer le malade. Ou l'emboliser. Mais le problème, c'est que, je suis un peu acerbe là-dessus, c'est que le principal facteur pronostic, c'est le délai qu'on met à aller jusqu'à la table d'embolisation. Vous voyez, quand le chirurgien prend sa voiture, j'ai une grosse voiture, qu'il arrive en 10 minutes, il le met au bloc, ça voici. Surtout que ça arrive souvent, à J5, J7, les adhérences ne sont pas encore très importantes. Mais effectivement, l'embolisation les chirurgiens vasculaires qui peuvent emboliser est quand même une corde à notre arc. Le deuxième point, c'est que cette masse, on va dire, d'acide chlorhydrique qui stagne au contact du pancréas peut irriter l'estomac et donner une gastroparésie qui est un moindre mal. Le patient, malheureusement, va vomir un peu, on laisse la sonde gastrique, on la repose, mais on en arrive toujours à bout. Notre objectif, c'est de pousser cette fistule avec des drainages jusqu'à la rate, hein, du côté gauche, pour essayer de l'éloigner au plus de l'artère gastro-duodénale. Alors, tous les malades qui ont une fistule ne sont pas dans cette situation-là. Mais une fois que le malade n'a pas de fistule pancréatique, bah, ça se passe bien. Voilà. Oui, ça fait peur. Oui, le pancréas, ça fait peur, mais
Il y a aussi des malades pour qui ça se passe bien, ils ne vont pas tous en réa, au contraire. Voilà, c'est des cas qui sont ponctuels. Donc, c'est une chirurgie qui peut aussi bien se faire. Le problème est d'avoir des critères de qualité oncologique suffisants pour lui permettre de dire on a laissé au malade la meilleure chance pour la suite. Au total, bon, la mortalité est de 5%. Ouais, alors ça fait peur, hein, mais je pense qu'elle est de 50% quand il y a les complications hémorragiques qui commencent à arriver. C'est plus compliqué. C'est toujours assez rassurant de se dire oui, sauf que quand le malade a une fistule, bah, la mortalité elle est à 10%. Et que 10% c'est monstrueux, c'est énorme pour un malade. Alors, le post-opératoire, c'est aussi après la sortie. On parle toujours de diabète, de malabsorption, d'un apport nutritionnel et puis la fistule qui peut encore nous embêter. Alors j'aime bien cette diapositive, elle est rigolote. Parce qu'on a eu le débat à Lille il n'y a pas longtemps sur le diabète, la greffe d'îlot, ouais, le pancréas, tout ça, les malades peuvent être diabétiques. Alors, c'est 15% de diabétiques à 5 ans, hein, c'est pas beaucoup. Et puis surtout, les malades, ils survivent plutôt 2 ans et demi. Donc, est-ce que le diabète, c'est vraiment la grosse angoisse? Très honnête, c'est un avis personnel dont on peut discuter. Je n'ai pas dit que j'avais raison à 300%, 150. Mais voilà, c'est mon avis. En post-opératoire, le fait, par contre, d'enlever le pancréas, on a des problèmes de malabsorption. On peut avoir des stéatorées. Alors, oui, c'est une crotte. Et les acides gras sont mal absorbés, on va être simple, et on a cet aspect de bouillon un peu et de sel graisseuse qui est assez typique de la stéatorée, qu'on traite avec des extraits pancréatiques qu'on donne aux malades en post-opératoire. Et puis, ça donne aussi beaucoup de diarrhée parce qu'on a disséqué au niveau nerveux l'artère mésentérique supérieure, qu'on a un petit peu chamboulé l'intestin et qu'ils peuvent avoir des diarrhées. Donc, on met un peu d'imodium, ce sont des diarrhées plutôt motrices. Ils sortent souvent, voire toujours, avec une jéjunostomie sur laquelle on va pouvoir passer de la nutrition entérale, leur rapporter les apports qu'ils auront du mal à absorber par la bouche parce que le pancréas induit une malabsorption et que la chirurgie, c'est un marathon. La chirurgie pancréatique, c'est un combat, donc il faut les aider au maximum. Et puis, la fistule, alors j'ai mis cette cascade magnifique, pas pour faire feng shui, mais parce qu'on dit souvent que la fistule pancréatique, c'est eau de roche. C'est parfois, quand c'est assez pur, quand elle est pancréatique pure, on a l'impression que c'est de l'eau minérale qui coule. Et ça peut durer très longtemps. Quand elle est bien dirigée à gauche, que le malade a un écoulement pancréatique à gauche, ça se tarit, ça prend du temps, mais on peut mettre des traitements. Il n'y a pas d'AMM, mais la sobatuline, par exemple, la sandostatine, que sais-je, mais ça peut l'embêter très longtemps. Et au total, ces suites post-opératoires sont tout aussi importantes que l'intervention elle-même ou que la préparation pré-op, parce qu'on est quand même dans une ambiance où le malade, il n'a pas fini son combat. Il doit encore aller faire de la chimiothérapie en post-opératoire. Et s'il doit le faire, il faut qu'il soit en forme. Et on en parlait à l'instant avec la radiothérapie et l'amélioration technique. Avoir un malade en forme, c'est un malade qui peut se battre et qui peut avoir accès à des thérapeutiques complètes et donc augmenter, je prends toujours beaucoup de précautions, sa survie. Au total, si on devait garder une image, c'est ça. C'est de multiples rouages qui doivent fonctionner parfaitement comme une horloge suisse. C'est pas on l'opère. Et si la chirurgie devait être décrite dans tout ça, mais j'ai quand même l'impression que c'est le tout petit engrenage au milieu que je ne peux pas vous montrer parce que quelqu'un qui a mangé un pangolin, mais c'est ça, voilà, je le montre pendant la salle, c'est le petit truc au milieu. La chirurgie, c'est juste ça. Alors, quand ça tourne bien, ça s'appelle un engrenage. Quand ça tourne pas bien, ça s'appelle un grain de sable. Et c'est un peu plus irritant pour le malade. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? C'était aussi ennuyeux que ça. Je laisse la parole au docteur Vincent. N'ayez pas peur, elle vient de l'INSERM, mais... Je ne mange personne. Voilà, elle ne mangera pas, c'est pas ce soir. Je t'en prie, si tu veux te mettre devant le micro. Bonsoir à tous. Donc, je suis effectivement Audrey Vincent. Je suis chargée de recherche à l'INSERM et je travaille au sein de l'UMR INSERM 1277, une UMR qui s'attelle à comprendre les mécanismes de chimiorésistance, mais pas seulement. Également les mécanismes de récidive et de dormance tumorale, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle plutôt la maladie résiduelle. Donc, pour étudier en fait l'ensemble de ces phénomènes
qui finalement se résume à la présence de cellules cancéreuses très particulières chez le malade, qui sont plus agressives, plus résistantes, capables de reformer des tumeurs et notamment au site métastatique. On utilise en fait plusieurs modèles digestifs et notamment l'adénocarcinome pancréatique qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, comme on vous l'a très bien dit juste avant, je ne vais pas vous reparler d'épidémiologie, c'est une maladie qui est extrêmement grave et le problème souvent lié à la chimiorésistance acquise explique finalement cette médiane de survie et cette survie globale à 5 ans qui est extrêmement faible. Donc, notre travail au sein du laboratoire, c'est de comprendre quels sont les mécanismes qu'adopte la cellule cancéreuse pour obtenir cette chimiorésistance et malheureusement provoquer en fait le décès des patients à plus ou moins court terme quand il s'agit du cancer du pancréas. Alors, Dr Corfiotti vous l'a dit un tout petit peu juste avant, on a fait énormément de progrès en recherche fondamentale et on a notamment décortiqué la biologie moléculaire des adénocarcinomes pancréatiques et on s'est rendu compte en fait qu'il n'existe pas un type d'adénocarcinome pancréatique, mais plusieurs. Et ici, je vous présente en fait de manière très caricaturale les deux sous-types moléculaires de cancer d'adénocarcinome pancréatique que sont le sous-type épithélial et le sous-type mésenchymateux. Le sous-type mésenchymateux étant caractérisé par une survie encore plus faible des malades. Alors, on vous a très très bien expliqué la prise en charge des patients de manière globale. Et dans cette prise en charge, finalement, il n'y a à aucun moment il n'est prévu de prélever la tumeur des patients avant et après chimiothérapie. Et donc, c'est très compliqué de comprendre quels sont les mécanismes moléculaires qui se sont mis en place au sein de la tumeur pour obtenir cette résistance à la chimiothérapie. Et nous, au laboratoire, on avait vraiment besoin de cette comparaison de la même tumeur avant et après chimiothérapie, de manière à vraiment comprendre ce qui se passe au niveau des cellules tumorales. Et donc, avec le docteur Corfiotti, qui préparait sa thèse de sciences à l'époque au laboratoire, nous avons mis en place un modèle in vivo de chimiorésistance acquise de l'adénocarcinome pancréatique. Alors, pour cela, en fait, on utilisait des prélèvements issus de résection chirurgicale qu'on xénogreffait sous la peau de souris qui sont immunodéprimées pour pouvoir justement permettre la prise de greffe. Donc, ces souris immunodéprimées nous permettaient en fait d'avoir des petits incubateurs vivants pour ces prélèvements tumoraux et nous permettait également d'installer un protocole de chimiothérapie comparable à ce qui se fait chez le patient, de manière à ce que les tumeurs puissent subir cette chimiothérapie. Donc, on avait traité nos souris avec la gemcitabine ou le FOLFIRINOX, puisque ce sont les deux chimiothérapies les plus utilisées encore en France, en tout cas pour l'adénocarcinome pancréatique. Et vous voyez que c'est une technique qui prend énormément de temps. Entre la prise de greffe et les différents traitements à la chimiothérapie, on obtient en fait des tumeurs qui sont devenues résistantes à ces chimiothérapies au bout d'une quarantaine de semaines. Donc c'est un protocole qui est très long à mettre en place. Néanmoins, c'est un protocole qui avait fonctionné. Et à Lille, avec le docteur Corfiotti, on était les premiers et encore les seuls à avoir ce modèle, notamment de résistance au FOLFIRINOX, puisqu'il existe des modèles in vivo de résistance à la gemcitabine qui sont assez faciles à obtenir, étant donné le peu d'efficacité de cette chimiothérapie de manière sur le long terme. Donc, la résistance à la gemcitabine est un peu plus facile à obtenir que la résistance au FOLFIRINOX. Néanmoins, nous avions réussi à obtenir un modèle de résistance au FOLFIRINOX. Et ce que nous avions montré, je ne vais pas rentrer dans les détails des différents gènes que nous avons identifiés, mais ce que nous avions montré, c'était qu'il existait en fait des variations d'expression génique assez importantes au cours de l'acquisition de la résistance dans les tumeurs, que cette variation d'expression, elle était très dépendante du sous-type moléculaire initial d'adénocarcinome pancréatique, soit c'était un sous-type épithélial, soit un sous-type mésenchymateux, et en fonction de ça, les cellules cancéreuses adoptaient des moyens différents d'acquérir la résistance. Et puis, bien sûr, en fonction de la chimiothérapie utilisée, gemcitabine ou FOLFIRINOX, on obtenait également des séquences d'acquisition de la résistance qui étaient différentes en termes d'expression génique.
En revanche, ce qui a été assez systématique et ce qui a été vraiment une découverte importante pour nous, c'est de comprendre en fait et de modéliser ce timing d'acquisition de la résistance en 2 phases. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une phase entre la tumeur naïve et la tumeur traitée encore chimiosensible, une phase de vraiment chamboulement transcriptomique, c'est-à-dire de chamboulement génique, où finalement la tumeur se réorganise complètement, réorganise son profil d'expression des gènes. Et finalement, entre ce moment où les tumeurs sont encore chimiosensibles et le moment où elles acquièrent réellement la résistance, le moment où elles continuent à pousser malgré le traitement par chimiothérapie, on avait comme un retour à l'état basal de l'expression de ces gènes. Donc, un vrai impact sur le timing de la mise en place de la résistance avec potentiellement des impacts sur les nouvelles stratégies thérapeutiques à adopter. Alors, nous avions mis en évidence en fait tout un tas de gènes qui sont en fait des cibles de biothérapie existantes pour d'autres types de cancers. Et donc, nous avions, en tout cas pour le sous-type épithélial traité au FOLFIRINOX, identifié en fait des biothérapies, des thérapies ciblées qui pourraient être utilisées soit en seconde ligne, soit en combinaison. Alors en recherche fondamentale, c'est très compliqué de partir de ces constats moléculaires et d'arriver à éventuellement des essais précliniques. Pour y arriver, en fait, on a mis en place un modèle plus court que le modèle de xénogreffe sur souris immunodéprimée que je vous ai présenté au début, puisqu'il s'agissait d'un modèle de 40 semaines. Donc, il nous fallait un modèle plus rapide pour faire du criblage de chimiothérapie, du criblage de thérapie ciblée, d'immunothérapie éventuellement, et puis surtout un modèle plus court aussi pour établir des séquences efficaces de traitement. Donc, on a opté pour un modèle qu'on appelle les organoïdes tumoraux ou les mini-tumeurs. En fait, ces organoïdes tumoraux, leur avènement est apparu dans les années 2010. D'abord pour l'intestin, et on a d'abord mis en place des organoïdes intestinaux, et puis petit à petit, en fait, ces organoïdes ont pu être mis en place pour la plupart des organes, et y compris les tumeurs, puisque la définition de ces organoïdes, ce sont des structures multicellulaires qui sont donc cultivées en laboratoire et qui miment parfaitement la structure et la hiérarchie cellulaire du tissu dont ils sont originaires. Donc, nos organoïdes tumoraux miment très bien la tumeur dont ils sont issus. Donc ici, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, ces mini-tumeurs en culture. Alors, je suis désolée, là aussi, la visio nous empêche de voir les vidéos que j'avais prévues. Donc ici, des exemples d'organoïdes tumoraux, de mini-tumeurs issus de prélèvements chirurgicaux, soit de la tête du pancréas, soit de la queue du pancréas. Et vous auriez pu voir sur la vidéo en fait, que c'est très intéressant parce qu'on voit à quel point la croissance de ces mini-tumeurs est pulsatile et s'organise autour d'un micro-environnement dont je vais vous parler juste après. Ici, un autre organoïde tumoral issu d'un autre patient atteint d'un adénocarcinome pancréatique de la tête, donc du pancréas. On a un taux de réussite de mise en culture de ces organoïdes d'environ 70% pour des prélèvements issus de résection chirurgicale. Alors, comme on vous l'a dit juste avant, tous les patients ne peuvent pas bénéficier d'une chirurgie. Donc, en ayant des collections d'organoïdes qui sont uniquement issues de résection chirurgicale, on passe à côté de nombreux patients avancés, métastatiques, et donc on passe à côté de la biologie moléculaire de ces patients-là. Donc, c'était pour nous impensable pour établir une collection digne de ce nom. Donc, on a commencé en fait à mettre au point la mise en place des mini-tumeurs pancréatiques à partir de prélèvements biopsiques sous écho-endoscopie. Donc avec une efficacité d'environ 50%. Et puis, à partir de prélèvements sanguins, là il s'agit donc de cellules tumorales circulantes qu'on va obtenir par filtration des cellules à partir de sang qui vient soit de la circulation générale, soit de la veine porte lorsque le patient peut subir la chirurgie.
Là aussi, je suis désolée, les vidéos ne passent pas. En fait, c'était des exemples pour vous montrer donc, que bien sûr, puisqu'il s'agit de modèles in vitro, il est très facile de les traiter avec différentes chimiothérapies, donc thérapie conventionnelle ou alors des biothérapies, immunothérapies. Donc, ce qu'on aurait pu voir ici sur cet exemple, c'est que comme les tumeurs pancréatiques de manière générale, et ce qu'on avait vu dans les modèles murins, on obtient en fait des organoïdes pancréatiques qui sont très vite résistants à la gemcitabine, alors que les organoïdes sont rarement résistants d'emblée au FOLFIRINOX. Donc, ce qu'on a fait, c'est que ces organoïdes, un petit peu comme on l'avait fait avec les souris, on leur a fait subir en fait 8 cycles de chimiothérapie FOLFIRINOX. On a ainsi obtenu en fait des organoïdes pancréatiques, des mini-tumeurs pancréatiques qui sont donc résistants au FOLFIRINOX. Là aussi, c'est une première, c'est quelque chose qui n'a encore jamais été obtenu à ma connaissance. Et donc, on se sert de ces organoïdes résistants au FOLFIRINOX pour comprendre les mécanismes d'acquisition de la résistance. Donc, on voit ici que lorsqu'on retraite pour un 9e cycle ces organoïdes résistants au FOLFIRINOX, contrairement aux organoïdes naïfs qu'on traite pour la première fois, on voit qu'on a beaucoup moins d'effets cytostatiques parce qu'on voit que la taille des organoïdes ne varie pas, voire continue à augmenter sous FOLFIRINOX dans ces organoïdes, alors qu'on voit bien ici que la taille des organoïdes diminue grandement sous FOLFIRINOX quand il s'agit d'organoïdes naïfs. Et puis, ces modèles in vitro nous permettent aussi assez facilement d'établir des mesures de viabilité cellulaire sous traitement, de prolifération cellulaire sous traitement. Donc, on voit ici, et notamment, on voit ici quelque chose de très intéressant, c'est que finalement, la mortalité des cellules tumorales après traitement par FOLFIRINOX n'est maximale que plusieurs jours après la fin du traitement. Donc ça, c'est quelque chose aussi, je pense, d'intéressant à ramener en clinique, puisqu'il s'agit en fait de savoir vraiment à quel moment on regarde, finalement, après le traitement, l'efficacité de ce traitement. Et puis, bien sûr, je reviens à des choses plus fondamentales, plus moléculaires. On a mis en évidence des mécanismes d'allumage de l'expression de certains gènes, qui sont directement liés à l'acquisition de la résistance. Et ici, en fait, sans vouloir rentrer dans les détails, il s'agit notamment de pompes d'efflux qui sont en fait à la surface de la cellule et qui permettent d'éliminer la chimiothérapie. Et donc ça, c'est un mécanisme majeur d'acquisition de la résistance dans nos modèles. Donc les avantages de ce modèle mini-tumeur, c'est que donc ils sont dérivés, ils peuvent être dérivés de tout type de tumeurs. Hein. Là, on parle d'adénocarcinome pancréatique, mais ça marche très très bien sur la plupart des types de tumeurs. Ils sont très proches, comme je l'ai dit, de la tumeur dont ils sont issus. D'un point de vue histologique, les anapathes nous le confirment régulièrement. Du point de vue des caractéristiques moléculaires, sans grande dérive, quand on fait des profils mutationnels à 2 ans après la mise en place des adénocarcinomes pancréatiques, la mise en place de leur culture, on a des profils mutationnels qui sont tout à fait comparables. Et puis surtout, on peut recréer de manière artificielle toute l'hétérogénéité tumorale, parce qu'une tumeur, ce n'est pas juste des cellules cancéreuses. Déjà, ce sont des cellules cancéreuses de différents types. Et ensuite, il y a aussi tout un infiltrat lymphocytaire, des fibroblastes associés au cancer, des macrophages, une matrice extracellulaire, des vaisseaux sanguins. Et donc, ces modèles in vitro nous permettent de mimer tout ça parce que tout ce micro-environnement vraiment joue un rôle essentiel dans l'acquisition de la résistance. Donc, ce sont des modèles qui sont extrêmement pertinents pour la recherche, fondamentale et translationnelle, puisqu'ils nous permettent de faire du criblage pharmacologique, de développer de nouvelles thérapies ciblées et de tester de nouvelles séquences thérapeutiques à partir de la modélisation de l'acquisition de la résistance. Et donc, potentiellement utilisable pour la médecine de précision, avec éventuellement des modèles qui vont prédire la réponse au traitement. Alors, ça marche pour l'adénocarcinome pancréatique, ça marche aussi pour les cancers colorectaux,
qui nous intéressent également beaucoup au laboratoire et pour lesquels on manque de modèles représentatifs de l'ensemble des différents sous-types de cancers colorectaux qui existent. Mais je vais passer rapidement là-dessus. Donc, on a au laboratoire mis en place également plusieurs mini-tumeurs coliques et gastriques afin de traiter ces tumeurs avec des nouvelles stratégies thérapeutiques et notamment des drogues qui s'attaquent à des mécanismes épigénétiques qui m'intéressent particulièrement. Donc, vous devez certainement reconnaître certains médicaments qui sont utilisés à la fois pour des pathologies qui n'ont rien à voir avec le cancer ou pour des hémopathies malignes et qu'on essaye de reclasser justement dans le cadre de cancer digestif, mais avec le bon timing. Donc, nous, suite à ces découvertes sur ces modèles, on a décidé en fait de mettre en place une plateforme de culture de ces mini-tumeurs, de culture 3D d'organoïdes, qui soit donc à la disposition en fait des chercheurs de la communauté lilloise. Donc, on a tout ce qu'il faut à Lille pour préparer ces mini-tumeurs à partir de prélèvements sanguins ou de biopsies ou de résection chirurgicale. Et on a mis en place un réseau dans la région avec la plateforme jumelle qui est à Caen et qui développe en fait des mini-tumeurs de modèles différents qu'on a comme pour projet de s'échanger pour que toutes les unités de recherche de Caen, Rouen, Lille et Amiens puissent en bénéficier. La façon dont ça fonctionne actuellement, c'est qu'on travaille en partenariat avec le CHU de Lille, puisqu'on est vraiment au cœur du CHU. Notre laboratoire est vraiment situé à côté de l'hôpital Claude-Durier. Donc, le CHU, pour l'instant, nous fournit ces prélèvements de patients. On dispose des comptes rendus à NAPAT. Sur la plateforme Orgaz, donc on établit les cultures d'organoïdes en parallèle de xénogreffes, pour faire donc du biobanking, de la caractérisation, de la recherche et développer des collaborations éventuellement avec des laboratoires pharmaceutiques et notamment Ginoé, qui nous permet en fait d'avoir des modèles immunodéprimés dans lesquels on ajoute le système immunitaire du patient correspondant. Donc on a vraiment un modèle vraiment très très proche de la réalité. Et j'espère que dans un futur proche, en fait, en plus de notre collaboration avec le CHU de Lille, on puisse tisser des liens avec le groupe Elsan pour augmenter encore notre cohorte de patients et avoir quelque chose qui soit vraiment représentatif des différents sous-types de cancers digestifs en clinique. Voilà, je vous remercie. Ça commence. Bonne soirée. Ouais. Ouais. Donc là, ça a commencé. Ouais. Donc là, on fait la visite du blog. Merci Audrey. Nous, on a suivi sur le petit truc. On n'a pas vu toutes les photos, mais il y avait des jolies couleurs. Ça m'a rappelé quelques souvenirs. On est ici dans la salle de transfert, là où les malades arrivent du service et où il y a un peu de littérature à disposition éventuellement pour les patients les plus âgés. Peut-être que moi. Quand les malades, voilà, on va faire un tour au bloc, hein, les malades sont conditionnés soit ici, quand ils ont été piqués, quand ils ont eu leur anesthésie loco-régionale, soit quand ils n'ont pas encore eu pour l'avoir, cette anesthésie loco-régionale, par exemple un bloc plexique ou une voie veineuse, ici, avec l'échographe, les scopes, et puis tout le plateau technique, surtout la compétence de nos collègues anesthésistes qui ont une spécificité dans l'élaboration de ces blocs plexiques, des tab-blocs pour nos laparotomies, ce genre de choses, des rachianesthésies par exemple. Il y a la salle de réveil là-bas, bon, ça c'est tout à la fin, on y repassera, mais il y a 2 malades qui sont en train de se réveiller tout doucement, donc on ne va pas les embêter. On va aller du coup faire le chemin du malade, une fois qu'il sort de la salle de transfert. Le bureau de notre cadre, avec un système assez perfectionné d'affichage avec des feuilles. Voilà. On passe à côté ici de la radiographie qu'on utilise pour mettre les chambres implantables avant les chimiothérapies, pour vérifier que le cathéter est bien dans la veine, par exemple. Aider notamment de l'échographie, même les chirurgiens modernes, enfin même le chirurgien,
à cette expertise, on a tous cette expertise à utiliser l'écho pour mettre le cathéter le plus précisément possible pour permettre au malade d'avoir son pack et pouvoir avoir sa chimiothérapie. Tout ça, on utilise notamment la radio. Et ici, les blocs opératoires. Alors, il y a là, des salles. Alors ça, vous avez, c'est classique, hein, la salle avec un flux, le ciélitique, l'appareil de respiration, hein, le respirateur, donc, nos fils chirurgicaux qui sont présents dans chacune des salles. Et puis, on a cette chance d'avoir à proximité très vite ce qu'on appelle l'arsenal. L'armoire où il y a tout le matériel que je vous montre en exclusivité. Hein, voilà, avec toutes nos pages chirurgicales pour faire les malades. Ce qu'on appelle l'énergie, donc le ligachour, les systèmes de section des tissus et de coagulation en un temps, c'est assez moderne, avec toutes les plaques pour les hernies, tous les trocars. Et ça, c'est pas le cas dans tous les blocs, c'est très vite en face du bloc opératoire. Donc si on a besoin de quelque chose rapidement, clac, clac, on prend le truc. Et en 30 secondes, c'est fait. On a notre petit gimmick, hein, on a donc voilà, la chambre à plantage, par exemple. Voilà. Et puis, on avance. Alors, on a 2 salles de bloc pour la viscérale, enfin 3 même. Je n'ai pas ouvert celle-là, mais il y a celle-ci. Et au total, on a tout un plateau de blocs opératoires, de salles, pour accueillir toutes les spécialités de la clinique, notamment les orthopédistes, les ORL, les gynécologues et notre collègue neurochirurgien. On va essayer d'avancer un tout petit peu dans la salle de réveil, mais je ne vais pas déranger nos collègues infirmières de réveil qui accompagnent avec les anesthésistes le réveil des malades. On va peut-être faire le tour. Comme ça, je vais vous montrer la colonne de cellules. Alors, on est équipé, on a vraiment de la chance. On a énormément de matériel, notamment de celluloscopie pour faire toute cette chirurgie minimale invasive, notamment chirurgie colorectale. Voilà, et c'est un luxe hein, de pouvoir faire bénéficier aux malades de cette technique mini-invasive. Bon, la celluloscopie, c'est un peu rentré dans les morts. Hein. La première cellule, c'est en 82, 95, je pense, 82. C'est une cystectomie faite à Paris. J'ai été réopéré 2 fois dans les suites. Ça, c'est pour le détail de l'histoire. Voilà. Et sans les déranger, voilà, sans trop montrer les malades, je vais mettre dehors. Tac, si on regarde là, la salle de réveil avec notre collègue qui surveille sur le scope et qui remplit les dossiers. Voilà, on va refaire le trajet inverse. On va finir par le vestiaire de toutes les rencontres du matin pour dire bonjour. Alors, je pense que éventuellement, M. Houdard, qui est dans la salle, donnera les chiffres. Je ne sais plus exactement, il y en a tellement. Moi, voilà, c'est un bloc assez vaste. Combien il y a précisément de salles de bloc, donc j'ai préféré ne pas donner de chiffres. Mais il y a une activité débordante tous les jours, c'est une vraie fourmilière. Un truc intéressant aussi, c'est un peu de plus pour le neurochirurgien. On a quand même un binoculaire, un Weitz. C'est pas le cas, il y en a 2, non? Oui, il y en a 2. C'est pas le cas dans toutes les cliniques hein, pour faire l'amniectomie postérieure, etc. C'est quand même assez pointu. Assez pointu. Et puis, petit truc qui permet au docteur Vincent qui vous a expliqué son projet. C'est une petite salle, qui est en fait une salle d'anatomopathologie, dans laquelle on a un microscope optique qui permet d'analyser les extampos. M. Maillard, M. Bonnière viennent pour jeter un petit coup d'œil, vérifier s'il y a du cancer ou pas sur l'artère mésenterique supérieure, les ganglions artères anticocables, que c'est encore. Et puis ce frigo qui, j'en suis sûr, sera très rapidement dévoué au stockage à 4 degrés des prélèvements à visée de l'INSERM pour la culture 3D et la plateforme Angares. C'est du jeu classique. Hein. Vous pouvez faire le détail du frigo, c'est un frigo. Enfin voilà. Et puis on finit par les vestiaires. Voilà. Où on se sert le main le matin. Enfin, on se salue de loin le matin. Voilà, voilà. Donc, là, je pense qu'on va arrêter le film. Hein, je vais le changer, donc je ne vais pas vous imposer ça.
Voilà. Je ne sais pas pour qui est le mot de la fin. C'est pour moi le mot de la fin? Ah ouais, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Vous m'entendez, Guilux? Ouais. Merci beaucoup du temps accordé, d'avoir pris un peu de temps sur votre soirée pour nous écouter. Voilà. C'est une démarche intellectuelle qui est super. Alors, je vous fais de la pub. Là, voilà. Le principal, c'est le malade. On est à disposition, évidemment. Je parle du cabinet de chirurgie viscérale d'Anne Lochny, de Christophe Houdard et de moi-même, où on a cette chance de pouvoir exercer dans de bonnes conditions, de sécurité et d'émulation intellectuelle, puisque vous voyez, on a l'INSERM de Lille qui peut venir très rapidement, on a nos collègues de Dentellière qui ont une expertise qu'on peut mettre au profil du malade. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Merci encore et j'espère très vite au téléphone ou en réel, pourquoi pas, dans quelques mois, parce que c'est parti pour durer un peu cette aventure virale. Voilà, bonne soirée à tous, merci beaucoup.